Bien, chers amis, nous allons commencer cette session intitulée « Réduction des risques ». Donc, c'est probablement parce que je suis un dinosaure de la réduction des risques que je suis là pour introduire les prestigieuses personnes qui vont présenter des thématiques extrêmement différentes. La réduction des risques, est-ce que c'est quelque chose qui avance? Si j'en juge par le fait qu'on est en plénière, je vais dire oui. Si je juge par le fait que c'est écrit dans les lois, je vais dire oui. Quand on a commencé, on était un peu les voyous de la toxicomanie, comme on disait à l'époque. Maintenant, nous voilà... Tout le monde fait de la réduction des risques. Maintenant, c'est absolument extraordinaire. J'étais dans tous les ateliers. Tout le monde fait de la réduction des risques. Donc, on a gagné. Alors, on n'a pas tout à fait gagné, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, comme des salles de consommation, il faut reprendre tout l'argumentaire, montrer qu'on n'est pas ni des délinquants, ni des incitateurs à l'usage, ni des... et qu'on s'occupe vraiment de la santé des gens, etc. On a cette quand même particularité, je pense très française, mais pas que, qui est que... il y a une résistance absolument extraordinaire, ça résiste à la preuve, ça résiste à l'évidence, et on avance quand même dans des conditions qui sont pour aboutir à la création de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Il faut à chaque fois reprendre l'histoire du début, dire que l'abstinence, l'abstinence, oui, pourquoi pas, mais il n'y a pas que l'abstinence dans la vie, Dieu merci, etc. Donc je suis contente, et je remercie les organisateurs d'avoir organisé une plénière sur qu'est-ce que c'est que la trajectoire un petit peu de la réduction des risques, ses spécificités et son universalité, puisqu'on peut voir qu'on est un peu sorti de la réduction des risques infectieux liés à l'usage des drogues par voie injectable pour démontrer que dans des domaines très variés, dans des cultures très différentes, il y a la possibilité de mettre en place des programmes qui sont à la fois très spécifiques et qui reprennent quand même des données universelles qui sont la santé publique et les droits humains. Comme on vous l'a annoncé, le panel de cette deuxième plénière est un petit peu augmenté puisque nous avons la chance d'avoir M. Montoya avec nous ce matin. L'ordre aussi est changé pour des raisons alors là qui sont de copinage. Je fais passer qui je veux en premier. Non, c'est faux. Effectivement, c'est le docteur Philippe Battel qui va commencer à nous présenter son intervention. Et ensuite, alors donc on a décidé que c'était Battel, Montoya, Colomb et Mme Giraudon. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et on va tâcher d'être rapide et efficace. Philippe, c'est à toi. Voilà, merci à mon ami dinosaure académique du RDR de m'avoir permis de passer en premier, et j'aurais vraiment dû passer en dernier, puisque je trouve que le chemsex, qui peut s'apparenter comme une pratique émergente, est un exemple typique de la nécessité absolue de construire le plus rapidement possible et de courir derrière un train qui va vite une RDR de qualité. Alors, est-ce qu'elle est tant émergente que ça? En tout cas, il faut arrêter de dire qu'elle est émergente, elle s'installe. Et il m'apparaît, moi, que cette pratique est maintenant définitivement une partie de la dictologie. Est-ce réellement de la dictologie? On a de gros soucis encore autour des données épidémiologiques. Celles qui nous parviennent viennent de temps en temps de séries relativement larges, essentiellement orientées sur les HSH pour l'instant, avec une évolution européenne qui a été décalée, d'abord qui a franchi l'Atlantique avec l'épidémie de méthamphétamine dans un usage et dans un contexte sexuel aux États-Unis, puis qui est arrivé probablement par l'Ouest énormément en Angleterre, où s'est développée énormément cette pratique. Et on a des facteurs de risque qui sont aujourd'hui vraiment tout à fait confondus avec ceux des infections sexuellement transmissibles.
On a aussi des produits qui sont mal connus, qui sont mieux connus maintenant grâce en particulier à THS et les excellentes présentations qui ont eu lieu hier et avant-hier, me semble-t-il, sur le sujet. Mais elles sont surtout mal connues des usagers, ce qui est quand même assez rare pour un addictologue, en particulier ceux qui ont l'habitude de prendre en charge des usagers de drogue. Ils connaissent les produits qui s'injectent. Et bien là, dans le chemsex, la plupart du temps, ils méconnaissent ces produits, non seulement leur composition, mais parfois leurs effets. Et leurs effets sont très souvent fantasmés et reproduits comme ça à l'intérieur de groupes. Et puis aussi des soignants et de certains soignants et des soignants qui sont amenés à voir des patients chemsexeurs. Je pense en particulier aux psychiatres qui les rencontrent, psychiatres généralistes, qui les rencontrent de temps en temps au décours des complications aiguës ou chroniques de ces produits. On a des contours nosographiques qu'il m'apparaît encore mal définis, parce que depuis que la drogue est drogue et depuis que la sexualité est sexualité, il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup de sujets qui ont compris que l'un pouvait améliorer l'autre. Et ça, c'est juste ma petite version un peu gore de la présentation. Est-ce que boire un coup pour mieux en tirer autour de l'alcool, c'est déjà du chemsex? Probablement non. Il y a une clinique qui m'apparaît complètement transversale et qui va de la santé ou de la pathologie sexuelle à l'addictologie. Et c'est très important parce que je me suis rendu compte dans ma pratique, moi, combien je me suis planté en regardant ces patients, en les appréhendant du côté de l'addictologie, alors qu'eux ne se considéraient non seulement pas addicts, mais à peine consommateurs de drogue. On a cette clinique extrêmement complexe de l'hypersexualité. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder le poster de l'équipe de Lyon, que j'ai trouvé absolument remarquable, qui détaillait comme ça tous les troubles sexuels chez les chemsexeurs. Et on a une polyaddiction. On a une addiction non seulement aux produits, avec des produits qui sont probablement extrêmement addictogènes à partir du moment où ils rentrent dans une phase injectée, mais une addiction au sexe, est-ce qui est primaire ou secondaire? Là encore, c'est assez difficile à évaluer. Puis une addiction, une cyberaddiction extrêmement importante. Je pense qu'il faut qu'on travaille encore l'histoire naturelle du chemsex et de voir comment les choses évoluent pour pouvoir mieux adapter les stratégies de RDR. Et puis, il faut continuer à faire l'inventaire des dommages, et je pense que ce qui est déjà en route. Alors, la prévalence de l'expérimentation, on voit que la France, ça c'est des données un peu anciennes, et pas dans le peloton de tête, mais quand même, on n'est pas si mauvais. Et on a quand même un gros souci avec ces produits, c'est que si on s'intéresse au modèle de Skinner et de la pyramide de Skinner qui va essayer de représenter chez des usagers ou des non-usagers le niveau de risque que ces usagers prennent, eh bien on a beaucoup de mal à connaître l'angle de cette pyramide de Skinner. C'est-à-dire que, est-ce que dans ce premier étage des usagers séquentiels, anodins, une ou deux fois par an ou un week-end de temps en temps, quelle est leur évolution naturelle? Est-ce que combien vont devenir dépendants? Dans les grandes enquêtes qui vont essayer de s'intéresser au slam, donc à la partie hardcore du chemsex et probablement évolutive, il y a très peu de patients, en tout cas dans mon expérience, qui rentrent d'emblée dans une pratique d'injection. Il y a probablement des stades. Eh bien, on a une prévalence qui est quand même pas nulle, qui est de 3%, et dans une enquête faite à Tenon, sur la file active des HSH suivis pour un VIH, on se rend compte qu'on a une prévalence qui est stable, aux alentours de 3,5%, et que chez ces patients, qui, je le rappelle, sont tous VIH, puisqu'ils sont suivis dans un service de maladies infectieuses et tropicales qui est celui de Tenon, la moitié des patients avaient une séropositivité au VHC. Alors, qui dit RDR dit identification, bien évidemment, du profil et des facteurs de risque. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est exclusivement masculin? Moi, dans la file active de 120 slammers que j'ai suivis, je n'avais pas une femme. Mais est-ce que je n'ai pas un biais de recrutement qui m'empêche de regarder toute une zone qui est en train de se développer?
L'âge moyen, là aussi, il est extrêmement variable, avec des bornes dans ma série de patients qui ont soit 17 ans, soit, pour le plus vieux, 72 ans. Et avec visiblement un peu deux moyennes. Une moyenne qui se situe entre 20 et 30, et l'autre moyenne qui se situe entre 50 et 60, et avec, à mon avis, deux profils socio-démographiques différents. Est-ce que c'est un problème de zone urbaine ? Longtemps, on pensait que c'était complètement circonscrit à des HSH fétichistes en région parisienne. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, et il semblerait qu'il y ait un épicentre aujourd'hui dans le sud de la France, autour de Montpellier, qui est extrêmement important, avec une prévalence explosive. Le problème essentiel, c'est qu'il faut voir qu'autour de ça, il y a une connexion, et que cette connexion, elle est au site d'achat, bien évidemment, en ligne de ces produits, au site de livraison DHL, UPS, dans lequel il va permettre de livrer au plus vite ces produits, bien évidemment au site de rencontre dans lequel on va faire du chem-triage, du slam-triage pour pouvoir identifier le plus rapidement possible et le plus près possible par des applis le potentiel co-chemsexeur. Au webcam, parce qu'il y a également toute une démarche non seulement d'exhibition, mais aussi de fascination de l'injection, et avec des sessions qui se font de temps en temps simplement à mater des vidéos d'injection, aux sites porno, en particulier ceux sur lesquels on peut zapper extrêmement vite d'une image et d'une vidéo à l'autre, aux forums de discussion, on aimerait que ça soit un peu plus le cas, et puis aux pharmacies en ligne, parce que bien évidemment, il va falloir acheter des tas de produits pour pouvoir essayer de compenser les dommages et les suites de ces sessions de drogue et de sexe. On est sur un marché qui est infini, extrêmement concurrentiel, compétitif et qui se dit sans limite, et dans lequel toutes les fractures entre les professionnels, les amateurs sont complètement disloquées. On a un vrai souci physiologique autour de la sexualité avec les produits chemsex, c'est qu'ils vont empêcher la période de réfraction, parce qu'ils vont empêcher l'orgasme masculin et maintenir un plateau le plus longtemps possible, qui va favoriser la persévérance de ces sujets, et qui vont être dans une attente, et qui vont être dans l'insatiété sexuelle. Ils sont dans une satiété à tous les modes, en particulier physiologique, avec des dommages absolument considérables, puisqu'il y a une déshydratation majeure, il y a une incapacité totale à ressentir les fonctions d'évacuation, de fatigue, mais il y a du côté de la sexualité une persévérance absolument incroyable. Un des gros soucis qu'on a quand on utilise en particulier l'entretien motivationnel, et quand on va essayer de faire une balance décisionnelle entre les bénéfices et les inconvénients, c'est qu'on est au comble de l'ambivalence avec ces sujets, et une ambivalence qui est complètement paradoxale. Il y a un produit qui est utilisé à une fin d'augmenter la sexualité, et très rapidement, il y a au contraire une abolition de la libido. Il y a une frustration absolument incroyable, alors qu'on sent et on prend ces produits pour ouvrir le champ des possibles. Et on est au début dans quelque chose qui est happy few, et on va créer des quatuors, des quintettes, et puis de temps en temps autour des sexes de groupe, vraiment des véritables orchestres entre des sujets qui vont avoir l'habitude d'avoir ces sessions ensemble, et puis très très rapidement ça conduit à un isolement. On est aussi dans une déception majeure, parce que ces produits, par leur qualité entactogène, empathogène, font une promesse extraordinaire d'un matching absolu. D'autant que lors des sessions, il y a dans les effets, en particulier sur la conscience, le sentiment qu'enfin on maîtrise tout, les traumatismes, et puis avec la désinhibition, on est capable de tout se dire. Donc on est dans un couple qui apparaît absolument parfait. Puis comme vous le savez, les couples, de temps en temps, ça se termine pas toujours très bien, paraît-il. En tout cas, dans une augmentation du plaisir initial, il y a très très vite des distorsions cognitives qui vont implémenter très très rapidement, d'abord une première
ce que moi j'appelle la première session extatique, qui va fixer complètement le comportement à très long terme et créer un faux souvenir avec une attente majeure qui va être bien évidemment déçue, et compte tenu de la persévérance absolument majeure de ces produits, on va rentrer dans ce cycle absolument infernal. Et comme dans tous les couples qui finissent mal, il paraît que ça se termine comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'un qui fait croire à l'autre qu'il est indispensable à l'autre, alors qu'à l'évidence, il ne tire plus aucun bénéfice de l'union, et que ces prolongations se poursuivent. Dans le parcours d'un chemsexeur, on est initialement dans un truc idéal dans lequel il y a de la sexualité, elle est en groupe et elle est fixée sur le week-end, à un isolement dans lequel on finit par s'injecter tout seul en semaine. Je crois que pour établir une politique de réduction de risque, il faut avoir vraiment en tête qu'autour des produits qui facilitent la sexualité, il y a, à mon avis, 3 fonctions qui sont éminemment différentes et probablement 3 étapes importantes sur lesquelles il faudrait fixer, probablement cibler des programmes de RDR. Il y a les facilitateurs de l'envie et l'approche et la faisabilité, il y a les agrémenteurs du comportement et puis il y a des boosters extasiants. Et le SLAM est, quel que soit le produit qui est injecté, à mon avis, un booster extasiant. Dans les adjuvants, il est clair que dans les descentes, il va y avoir des consommations de benzodiazépines, il va y avoir des produits pro-érectiles, parce que la plupart de ces drogues, bien évidemment, ne facilitent pas l'érection. Et moi, j'ai demandé à un de mes patients de noter du vendredi au dimanche le nombre de comprimés qu'il avait pu prendre. Eh bien, c'était 35 comprimés qu'il avait ingérés dans le week-end. Dans les complications, moi, j'ai redécouvert, j'ai dit beaucoup de bêtises dans ma vie, je continuerai probablement, mais parfois j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Pendant très longtemps, j'ai dit et redit, voire enseigné, qu'il n'était ni nécessaire ni suffisant d'être psychiatre pour être un bon addictologue. Eh bien, cette clinique-là m'a appris que oui, finalement, c'est pas si mal d'être psychiatre, parce que quand on est en face de ces patients qui vont élaborer des délires extrêmement complexe, eh bien, c'est pas si mal de se repérer un tout petit peu. On a des complications également somatiques. On a aussi un cortège, et je disais tout à l'heure, de situations à risque important. Et vous voyez que quand on s'intéresse aux autres ratios ajustés dans cette série, la contamination au virus de l'hépatite C est majeure. On est dans un autre ratio qui est de 15. Moi, j'ai un patient qui a fait 4 injections, oui, si seulement. 4 infections au VHC, dont 2 fois le même génotype, avec 2 fois un traitement. En termes de coût social, on imagine que c'est quand même très élevé. On voit très bien que la forme injectée en bas du tableau, là, extrêmement fréquente chez les chemsexeurs, et elle est rare en population HSH. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Je suis là presque pour rien, pour dire que oui, il faut informer, et ma présence ici dans cette session RDR va dans ce sens. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il faut bien évidemment promouvoir tous les moyens de prévention, des IST en général, du VIH en particulier. Il faut généraliser le dépistage, et en particulier autour du VHC, et favoriser l'accès au traitement, y compris dans les populations difficiles. Là encore, je vous renvoie à l'expérience d'Aurore dans une population très défavorisée. Ce qui doit être consolidé, fortifié, organisé, le RESPAD a déjà, à destination des professionnels de santé, élaboré une brochure du chemsex. Il y a des testings qui sont faits au sein du réseau Synthèse et par les centres de pharmacovigilance pour arriver à regarder quels sont sur le marché du chemsex les produits, en particulier les catinones, leurs effets et les produits de coupe. Il faut continuer à faire des focus group avec des chemsexeurs pour mieux appréhender leurs attentes et leur parcours. Il y a des programmes spécifiques de aide et d'autres associations qui sont déjà mis en place et que je trouve absolument remarquables. Un numéro d'urgence à Paris, il faudrait qu'il y en ait, à mon avis, dans la plupart des grandes villes. Il y a bien évidemment des ponts qui sont faits avec tous les programmes de salles de consommation à moindre risque et de bonnes pratiques de l'injection.
Il faut faire des campagnes de prévention qui soient ciblées. Et puis, il y a un réseau européen qui s'est mis en place il y a maintenant 2 ans et qui est très intéressant, avec un 2e congrès qui va avoir lieu à Berlin au printemps prochain. Et je vous invite aussi de joindre ce groupe sur Internet qui est très intéressant. Ce qui reste, à mon avis, à faire, c'est continuer à faire de l'épidémiologie la plus précise possible, de faire un inventaire des dommages le plus précis possible, parce qu'ils sont à la fois terriblement sociaux, somatiques, avec aujourd'hui des néphropathies sur certains types de caténones qui sont, à mon avis, très inquiétantes, des interactions importantes avec les ARV, de travailler la question de l'imputabilité sur une mortalité qu'on a du mal à évaluer. Moi, dans ma série, elle est quand même de 6% à 2 ans, ce qui est absolument énorme, mais l'imputabilité est très rarement tracée. Même dans les quelques séries londoniennes, elles sont essentiellement liées au GHB. Et puis, il faut mettre en place des stratégies de prévention et de soins. Il faut construire cette ERDR tranquillement, comme on est en train de le faire. Il faut, à mon avis, insister sur l'accès au traitement VHC. Non pas que je pense que le VIH soit un problème réglé, mais je pense qu'il est bien avancé, mais que là, vraiment, il faut foutre le paquet sur le VHC. Et il me semble qu'il faudrait qu'il y ait des lieux spécifiques non seulement de prévention, mais également de traitement. Il faut institutionnaliser, académiser. Je pense aujourd'hui que le chemsex, c'est une partie de la dictologie, mais pas que. Et que moi, j'attends beaucoup des sexologues qui, pour l'instant, j'ai l'impression, s'intéressent beaucoup plus aux gens qui ne bandent pas et aux femmes qui n'arrivent pas à jouir, de s'intéresser à cette question et de nous aider, parce que dans les approches thérapeutiques, il manque réellement, et on avait commencé à Montevideo à mettre en place des sessions de thérapie cognitive et comportementale. Attention, c'est un mot de remédiation sexuelle, c'est-à-dire de faire décrire à un patient comment, au cours d'une séance de chemsex, les choses se passent et comment il peut déjouer tous les pièges qui sont là, surtout quand il est dans une phase où, pour l'instant, il rentre dans les quelconques dommages. Voilà. Merci pour votre attention. Bon, brillant, complet. En même temps, ça ouvre tout un tas de pistes qui nous intéressent et ça montre effectivement la diversité des outils. Donc, exceptionnellement, normalement, on fait toutes les questions à la fin, mais comme tu vas te casser, il y a, allez, on dit 2 questions, ou 0, si tout a été dit, que vous digérez. Mais sinon, vous avez le droit de poser. Allez, à la une. Attends, parce qu'il y a oui, une question là, et ensuite une question... Allez. Didier Lereillard, je suis infectiologue à Nîmes. C'est effectivement un nouveau truc qui nous arrive, notamment dans les services d'infectiologie, à travers les consultations PrEP. Les personnes qu'on rencontre, elles ne sont pas du tout prêtes à rencontrer soit des psychiatres, soit des addictos. Il va falloir qu'on trouve, je pense que dans les approches de réduction de risque, il va aussi falloir travailler comment on amène ces gens avant le stade ultime du slam, probablement. Et je voudrais juste un commentaire, dire que ça faisait longtemps, moi, comme infectiologue, je n'avais pas vu beaucoup de décès. Et avec ces pratiques, effectivement, alors je ne sais pas, l'imputabilité, comme vous l'avez dit, elle n'est pas très précise, mais en tout cas, le sentiment, c'est qu'il y a quand même une forte mortalité liée à l'usage de ces produits. Merci beaucoup pour ce commentaire. Moi j'ai trouvé que... Parle dans le micro. Oui, ça marche. Oui. Moi, ça va beaucoup rapprocher mes liens avec les infectiologues, cette histoire, bien évidemment. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les infectiologues qui ont pris en charge des patients de la première vague et qui les ont tenus à bout de bras, à une période où ils n'avaient pas grand-chose à leur proposer, ils ont des réactions qui sont très intéressantes et que je trouve très touchantes vis-à-vis de ces patients-là. Ils sont très en colère. Et moi, je comprends leur colère. Parce que pendant très longtemps, ils ont tenu à bout de bras, les ARV arrivent, et puis après, on s'occupe
de la prévention des maladies cardiovasculaires, tout va bien. Et puis, ces patients qu'on a tenus à bout de bras, voilà-t-il pas qu'ils vont se mettre à s'injecter des produits, à mourir et à se mettre en grand danger. Et là, on voit le désarroi absolument total des infectiologues vis-à-vis de tout ça. Et je comprends, et je trouve que ça nous apprend encore beaucoup. Le VIH nous apprendra vraiment toujours beaucoup. Attends, il faut passer la parole à d'autres. Excusez-moi, Isabelle Giraudot. C'était en fait exactement la même question au sujet des décès dans ce contexte. Donc, voilà. Alors, les seules séries qu'on a, elles sont assez anciennes. Elles sont des séries londoniennes dans lesquelles on se rend compte que l'imputabilité générale à la pratique du chemsex, on peut la faire. Parce que la plupart, quand la police intervient sur les lieux de décès, on est sur une scène sexuelle. Ou en tout cas... après, dans les analyses toxicologiques, on a rarement moins de 5 ou 6 produits qui ont été pris. Et quand on regarde les séquences, on se rend compte qu'à chaque fois, le GHB joue un rôle prééminent. Parce que c'est un dépresseur du système nerveux central à dose élevée. On a vu hier dans la présentation de Mathéis qu'en effet, la plupart des chemsexeurs font des géoles, des comas qui sont en règle générale des comas courts, vigiles avec de temps en temps, semi-vigiles avec de temps en temps des phases neurologiques d'excitation et d'incoordination motrice. Mais là, en règle générale, ils prennent un dépressogène et il y a très probablement un facteur de risque cardiovasculaire majeur avec des torsades de pointe et des troubles cardiovasculaires à l'injection et à l'indiction de produits qui sont inotropes positifs sur le cœur. Merci Philippe. On t'écouterait pendant des heures, mais on ne peut pas. Donc c'est notre frustration. Et par contre, on a une gratification importante puisque Ivan Montoya de Bethesda va nous parler d'un sujet qui a eu un écho planétaire puisqu'on en a tous entendu parler via les médias, etc., qui est la question de cette explosion, épidémie, vous allez nous le dire avec précision, d'overdose dans votre pays. Good morning. And thank you for the invitation to present here. This is my second presentation at the conference. And I actually found out last night that I was making this presentation, so I prepared it after the dinner and dancing. So bear with me and forgive me for any improvised material. So I'm going to just give you some numbers about the extent of the opioid epidemic in the United States right now. So there are approximately 11.8 million people with opioid, So with opioid misuse, it's about 4.4% of the population. So how were those people distributed? So about 11.5 have are pain relief misusers, or that means analgesic misusers. That is about 97%. And then in this group, that's including 6.9 million that are abusing hydrocodone, 3.9 million oxycodone, and 228,000 people abusing fentanyl. So the numbers are shocking, as you know. So there are approximately 948,000 heroin users. That's about 8% of the opiate misusers. And there are about 641 people who are mixing analgesics, opiate analgesics, and heroin. That's about 5.4% of the opiate misusers. So it's a huge number in the population, and you probably everybody has seen it in the news, all the issues associated with the opiate overdose. But just to give you an illustration, this is a map of the United States in 1999 when and each one of the counties is expressed in
in a color, and that color represents the number of people that have overdosed in that county. And as you can see, there's one county here in the Appalachian region of the United States, and one county here in, I think this is New Mexico, that have red colors with very high incidence of opiate overdoses. So, and those are the numbers in 2015. So it's a huge increase. So now it's like most counties have more than 30 deaths per 100,000 individuals in the population. And you can see some counties here in Nevada and Arizona and New Mexico, Colorado, and the Appalachian states, especially like West Virginia, Kentucky, and Tennessee, are being devastated by this epidemic. So this is the good news, in a way, is that the number of prescriptions, this is the opioid morphine milligram equivalents dispensed in between 2010 and 2015. So the amount of morphine equivalents of opiates that are being prescribed in the United States is decreasing. So that is good news. However, the number of deaths keeps increasing. So in 2015, we thought that it was going to plateau at about 50,000 people dying every year. Now, for the predictions for 2016, or the estimates, is that about 60,000 people died. I think that's the population of Biarritz dying every year of opioid overdose. And this is the distribution. So this is any opioid in general. And this is the commonly prescribed opioids. And you can see heroin, the increase in heroin, and there is here an increase of other synthetic opioids. So you can fentanyl and carfentanil. This is 2015, but the situation has changed since 2015. This is data that includes 2016, and this is the number of drugs involved in the overdoses between 2000 and 2016. So we have now, and as you can see, fentanyl that I showed in the previous slide was beginning to show the synthetic opioids. You can see fentanyl was really low, and all of a sudden in 2014 and 15, and now in 16, 20,000 people dying of overdose for fentanyl. The reasons are many. So why people dying from fentanyl? Well, of course, fentanyl is in the drug that they are using, but how are they getting it? Apparently, well, some people are getting fentanyl very easily because fentanyl is not detected in general by the methods that we have to detect illicit substances. So it's very easy transported. It only needs a very small amount to get high, and people are getting it over the internet, and there's a lot of fentanyl that is coming from China through Mexico into the United States. So this is the estimates of the number of deaths in 2016, as I mentioned before, about around 64,000 people, and that is much larger than the number of people dying from AIDS or from car accidents or from any other disease. So right now, the estimate is that about 200,000 people have died in this epidemic, and this number, I mean, I've been working at NIDA for many years, and I went through the opioid, the cocaine and crack epidemic, and we didn't have those numbers of people dying from crack or from cocaine. 200,000 people are estimated to have died. That's the estimated 3 times the number of people in the military who died in Vietnam. So the numbers are unbelievable. So the overdoses continue to rise, and there is no end in sight. And the medications, when we know, are available to treat opioid use disorders and prevent and reverse overdose. But they are largely underutilized. Their efficacy is quite modest. The best estimates are the efficacy of 40%. And the duration of treatment is not well understood, so we don't know how long people need to be treated. Right now, there are options through research to improve the treatment of
pain and treatment of opioid use disorders and treatment of overdose. So as part of the United States government, there's a big program to tackle this epidemic. But right now, unfortunately, not all the efforts are being well orchestrated, in my view. But at least from our part at the National Institute on Drug Abuse, which is part of the National Institute of Health, we are trying to see what we can contribute from the research part, because our mission, the mission of the NIH and the mission of NIDA, is to do research. Our mission does not involve like doing programs or doing prevention or doing treatment per se. Our mission is to do research. So how through research we can help to tackle this epidemic? And so we at NIH, we developed this diagram and trying to see what are the areas that are the highest priorities. So one is the pain management. We feel that, and we think that most, as you saw, most people are getting through in overdoses and getting into this opioid use crisis is through the treatment of pain and overprescription or misprescription of pain. So we need better treatment of pain. So we also need improvements in the treatment of opioid addiction, so with new and innovative medications, technologies, and also psychosocial interventions. And the third aspect of the third pillar of our program at NIH is the overdose reversal. It's the interventions to reduce the mortality and link patients to treatment. So what are we? So what's the trajectory or the aspects, more specifically, that we are tackling right now? So we have basically three groups of people that are entering into this epidemic. One is the opioid misuser, the regular misuser. The other is the people with pain who are prescribed opioid analgesics. And the other group that I think is extremely important is the suicidal people, or people who are using opioids with the intention to commit suicide, which to some extent have been neglected. So all those three groups, they have in common is the use of the opioid agonists, and the opioid agonists is the one that is guilty of the opioid overdose. So that is how they get here. But what happens when someone has an opioid overdose? The treatment, as we know, is with naloxone to reverse the overdose, and naloxone produces opioid withdrawal, and that has been one of the complaints with naloxone spray that NIDA developed. We initially developed in collaboration with Adapt Pharma and Opiant, an intranasal formulation of 4 milligrams of naloxone. Right now, there is a new formulation with 2 milligrams because clinicians and paramedics were complaining that 4 milligrams was inducing too much opioid withdrawal, and people were getting out of the ER quite sick with opioid withdrawal. However, when people have opioid withdrawal and they are discharged from the ER, what do? They go back to the street and use opioids again. So we have a revolving door here of people overdosing naloxone, opioid withdrawal, and then using the opioid agonist and overdosing again. Unfortunately, in this cycle, the more you get into this cycle, the more likely you are to die from the opioid overdose. Now, what is the other route? So we have the opioid misuser that is going through detoxification. And I just want to make a comment that at NIDA, we believe and we think that there is a place in the treatment of opioid use disorders and in this epidemic for improving the treatment of opioid detoxification, or doing treatment with opioid detoxification. I know that there are some groups that don't believe in opioid detoxification, but I think in our case, because we conduct research, we feel that we need to do research to improve the ways that people are getting detoxified. But what is the problem of opioid detoxification? The problem is that, again, people during detoxification, have opioid withdrawal, and they go, again, to the same circle here of getting opioid agonist and probably getting overdose.
The next one is getting naltrexone, which is, we have depot naltrexone. It's a monthly injection of naltrexone, and that's a very good option. Unfortunately, with depot, even with depot naltrexone, people feel opioid withdrawal, is a residual opioid withdrawal, and sometimes those people may overdose, have withdrawal and overdose. So what kills people? Finally, what kills people is respiratory depression. That's why it is so dangerous, because the respiratory depression sometimes, even with large doses of naloxone, they cannot be reversed. So you can see is an entire spectrum of possibilities to do research. So what are we doing right now at NIDA specifically? And also with NIH, with the rest of NIH, and in this case we have other institutes like the National Institute of Neurological Disorders and Stroke, the National Institute of Mental Health, the National Institute of Complementary Medicine. We all are working together in tackling this epidemic. So the first thing that we need to do is prevent the initiation and progression of opioid use disorders with getting, or second, improve the treatment of opioid use disorder treatment. This is at this level here. The third is facilitate the opioid agonist discontinuation, so that with opioid detoxification. Then fourth is improving the treatment of opioid withdrawal, including the treatment of neonatal opioid withdrawal, which is something that we tend to neglect, but it's extremely important to improve the treatment of the children born to opioid-dependent pregnant women. And the fifth is reduce the lethality of the opioid overdose. And we have an initiative in this area, reduce the overdose relapses. And here is the harm reduction aspect that we are talking about here in this session. Reduce the need and the dose of opioid analgesics, and we reduce the risk of respiratory depression. I can go on and on in each one of those areas because we have an entire portfolio of research. And I know that I'm being asked to go faster, but I'm just going to mention very quickly, in the prevention and initiation of progression, we have non-opioid analgesics, opioid analgesics with low abuse liability, concomitant medications that can reduce the need of opioid analgesics, like, for example, gabapentin and cannabinoids, which we are very interested, abuse-deterring formulations, neuromodulatory devices, and psychosocial interventions. To improve the treatment of and outcomes of substance use disorders, we have long-acting formulations, and that was my presentation on Wednesday, behavioral interventions, and new pharmacological targets and medications. Just very quickly, those are some of our new targets. We are doing research in all those areas, and I'll be happy to elaborate and provide more information about those areas. We continue doing a lot of research with vaccines. We think that there's a place for not only vaccines, but also biologics like monoclonal antibodies in the fight of this epidemic. Facilitate the opioid agonist discontinuation, including anesthesia-assisted detoxification, which was very popular in the late 90s and early 2000s. We have a meeting recently. We are trying to reassess the value of this approach. Ketamine, we heard during the conference a presentation by Elias Duckworth, who talked about using ketamine for detoxification, using low doses of naltrexone or other medications. Improve the treatment of opioid withdrawal, and we are now getting a new medication, lofexidine, that is being submitted to the FDA, and we are hoping that the FDA will approve this medication for opioid withdrawal. Reduce the lethality of opioid overdose. So this is critical in this case for harm reduction. So we have naloxone that is much easier to administer, naloxone that can be in the hands of not just the opioid user, because when the opioid user is an overdose, he's in coma, he or she is in coma, and he's not going to be able to get the naloxone and to reverse the overdose. It has to be in the hands of family members, of friends, and people who are surrounded by the person who is using opioids. So we have a program right now of research, looking at ways to improve the access of naloxone and develop new formulations, including auto-injectors of naloxone. Now, another important area in this case of harm reduction, which is the topic of this session, is fentanyl detection kits. This is, you probably have seen
on the web. So those are kits that the addicts can test the drug that they are using with just using a little bit of powder to test the drug that they are using to see if it has at least fentanyl or some of the fentanyl derivatives. This is an important harm reduction strategy. Again, usually in the United States, harm reduction has not been very popular, but right now with this epidemic, harm reduction is one of the approaches that we are considering, and so we are looking forward to working with a company in Canada that is developing those fentanyl kits so the addicts can test, and you know, there are many websites where addicts and people of nature share information. And right now, if you read in Reddit, there are already blogs that are commenting about using those kits so they can test their fentanyl, their drug of abuse, to make sure that it doesn't have fentanyl, because fentanyl, like, as I said before, is what is killing a lot of people in this epidemic. Reduce the overdose relapses with the long-acting opioids, reduce the need of dose of opioid analgesics with cannabinoids or gabapentin or gabaline. Another is reduce the risk of respiratory depression, which is what kills the opioid addicts, with one approach that is being tested using phrenic nerve stimulation with a little device, AMPA-KINs. So just to summarize, this is all we have right now in this whole area of research, and like I said, I'd be happy to answer questions or discuss with people individually. Unfortunately, this is a much longer presentation and I have to rush a little bit, but I hope I give you an idea of how, from the research aspect, we at NIH and at NIDA are trying to combat this epidemic. Thank you. On va mettre les questions à la fin des présentations pour que, c'est selon comme les présentateurs seront, il restera le temps du débat. En tout cas, c'était passionnant, riche et, comme tout ce qui touche à la réduction des risques, innovant, comme je l'ai déjà dit. Et pour parler justement de tout ce qui est la réduction des risques, son histoire, son parcours. Qui mieux que Joanne Colomb peut nous raconter ça? Je te laisse la parole. Merci Beatriz. Hablar después de Bonjour, hablar después de Iván es muy complicado por dos motivos. Uno, porque es un experto de primer nivel. En segundo lugar, porque hablar el tercero significa que prácticamente no queda tiempo. Y si les añado que ayer por la noche tuvimos una cena espectacular con baile hasta altas horas de la madrugada, entenderán ustedes que el tema es aún más complejo. Pero voy a intentarlo. Vamos a hablarles, no hace falta que les explique los objetivos grandes de la reducción de riesgos, pero quizás solo un matiz. Y es decirles que hay un falso planteamiento cuando se interpone y cuando se dice que la reducción de riesgos es antagonista a la abstención. No necesariamente, solo es un proceso y no siempre es contradictorio, a veces es un primer paso. Pero en todo caso el acento más especial y el más relevante es reducir la morbilidad, reducir la mortalidad, mejorar la información y la calidad de vida, aún persistiendo en el consumo. Estos serían los objetivos más específicos, es decir, prevenir la progresión a la vía intravenosa. Esto está en todos los manuales y en todas las guías, es decir, si conseguimos mantener fuera de la vía intravenosa ya es un gran objetivo de reducción de daños, de riesgos. Prevenir las enfermedades infectocontagiosas más prevalentes hoy en día, aparte del VIH, la hepatitis C, que se ha convertido en el gran problema entre usuarios de drogas actualmente. Prevenir la sobredosis, la hablaré después más extensamente, y ampliar estrategias como las salas de venopunción, los centros de crisis, las actuaciones globales en espacios de tráfico de drogas. Nosotros tenemos identificados estos espacios y desarrollamos políticas concretas en estos ámbitos territoriales. Establecer políticas para intervenciones dirigidas a las personas con mayor riesgo de exclusión social y de larga evolución. Vamos a tener un problema muy grave, de hecho ya lo tenemos,
con personas que iniciaron su problemática con la heroína en los años 90 o en los años 80 y que gracias a los tratamientos y a su cronicidad han sobrevivido afortunadamente. Pero vamos a tener una población mayor, importante y afectada. Y evidentemente, para nosotros es muy relevante contar con los propios usuarios, con los propios afectados en las mismas políticas. No lo decimos nosotros, lo dice el MCDA y lo dice el CDC cuando habla de siete problemas, medidas clave, y voy a destacar las dos primeras, que dice acceso al material higiénico de inyección y tratamiento con sustitutivos. Pero fíjense que le incorporamos la idea de que es fundamental combinarlos y conseguir una gran cobertura. Este es el objetivo principal. Luego veremos otros objetivos. Estos son los programas que estamos desarrollando en Cataluña de forma relevante desde hace muchos años. He puesto ahí 12, no les voy a contar, solo voy a pasar por encima de ellos, pero me voy a detener en dos ámbitos que me pidió la organización que me extendiera más, que son las salas de consumo y el programa de prevención de sobredosis, que en parte no, porque no es lo mismo que sucede en Estados Unidos, es una forma que tenemos de tratar, al menos en nuestro país, las sobredosis que también tenemos. Voy a hablarles de, por ejemplo, este programa de sustitución. Tenemos 8.000 personas, 7.500 alrededor de programas de tratamiento con metadona, y los tenemos, esto es lo importante, fíjense la cobertura que tenemos. Los tenemos en todos los ámbitos, en centros de atención primaria, en centros especializados, en centros de outreach, en centros de crisis, en unidades móviles. Es decir, el acceso a la metadona es universal para cualquier usuario de drogas, opioides. Y es inmediato, es decir, una persona puede solicitar el tratamiento y al día siguiente entrar en tratamiento. No tenemos ningún problema en acceder a este tratamiento y eso ha modificado mucho la calidad de vida. Tenemos, según saben que la Organización Mundial de la Salud habla de una cobertura óptima por encima del 40% de usuarios. En nuestro caso lo tenemos muy por encima. Es decir, que estamos, en este sentido, hemos cumplido largamente el objetivo que nos planteábamos. Y eso ha provocado una disminución clarísima de la morbilidad, una disminución del consumo ilegal de opioides, una retención en el tratamiento incrementada, una disminución de la criminalidad y, en una palabra, un aumento de la calidad de vida. El segundo programa relevante, fundamental y que debería tener toda política de drogas es el programa de intercambio de jeringuillas. No hace falta que lo explique, pero ahí también lo que hemos hecho es ampliar muchísimo la cobertura. Es decir, los programas de intercambio están en los centros de atención primaria, en los centros de drogas, en las unidades hospitalarias, en los centros de salud mental, en las urgencias, en la calle, a través de educadores, en unidades móviles. Están repartidos en todas partes. Y incluso hace muy poco hemos incorporado una aplicación, una app, una aplicación para teléfonos móviles, para poder localizar fácilmente en qué lugar hay un intercambio y el horario de apertura. La cobertura ahí es absolutamente fundamental. La idea no es un programa de intercambio de jeringuillas, es un programa de distribución de jeringuillas. Eso significa que aquella idea de una por una, yo te doy una y tú me das la que has utilizado, no es la prioridad. La prioridad es que toda persona que se inyecte tenga una jeringuilla estéril. La segunda es intentar recoger el máximo número de jeringuillas usadas. En este caso tenemos una recogida de aproximadamente el 60%. También tenemos programas de intercambio de jeringuillas en cárceles, en todas las cárceles de Cataluña. Y ahí tenemos una cobertura menor, es decir, una cobertura media según criterios de la Organización Mundial de la Salud, con resultados similares a los de los programas de tratamiento con metadona, con mejoría de calidad de vida, con disminución de la infectocontagiosidad, con disminución de las prácticas de riesgo y sobre todo con un incremento del contacto con los profesionales. Este sería un tercer programa, Outreach Work, que es todos los programas de calle. Tenemos equipos de calle altamente especializados que, en vez de esperar a que los usuarios vengan a los centros, salen a la calle, se sitúan en el escenario, van a buscar el problema y atienden in situ muchas veces la situación. Tenemos un programa dentro de este equipo que es el Snowball, es decir, el
programa Bola de Nieve, que intenta trabajar peer-to-peer con los propios usuarios en prevención de problemas relacionados con su salud. O este otro programa de unidades móviles, tenemos distintas unidades móviles, 6 en toda Cataluña, para hacer más accesible aún el tratamiento, sea de metadona, sea de intercambio de jeringuillas, sea de incluso de consumo supervisado de drogas. Hay 3 de estas unidades móviles tienen, por ejemplo, consumo supervisado inyectado. Y como no, prevención de sobredosis. Esta es la que les decía, centros llamados popularmente como de café y calor, de contacto. Es decir, la idea es ofrecer a lo mejor un alimento, una ducha, una escucha activa, una entrevista motivacional, una entrevista jurídica, un asesoramiento. Es decir, intentar conseguir que el usuario encuentre un acercamiento a su problema. No alguien que le penalice su situación, no alguien que le juzgue, sino alguien que le escuche. Y escuchar activamente, como saben ustedes, es muy difícil. Pero ahí empieza el cambio. Sin esta escucha es muy difícil entenderlo. Esta gente saldrán, se pincharán en la calle. Cuando tú ofreces servicios abiertos, amigables, friendlies, estas personas cambian, modifican su comportamiento, su actitud. Estas serían, por ejemplo, distintas zonas de café y calor en Cataluña, ¿no? Ha habido varios simposiums y workshops aquí en este congreso, por tanto no me extenderé, pero para nosotros es fundamental el acceso al tratamiento de la hepatitis C. El VIH todo el mundo lo tiene accesible, pero el gran problema de la hepatitis C es la cantidad de población que tenemos oculta. Muchísimas personas no saben que son seropositivas y encima cuando lo saben, hasta hace muy pocos años, no tenían acceso al tratamiento, porque había la idea y el mito de que una persona con anticuerpos si era drogodependiente, no era susceptible de ser tratado porque no conseguiría el tratamiento. Hoy los nuevos tratamientos antivirales nos permiten introducir a estas personas de forma inmediata. Y hemos creado un programa especial desplazando, como hacen en Vicia, desplazando los equipos de patología hasta los centros de tratamiento para poder atender in situ las propias personas afectadas por hepatitis C. O la formación en activo, la formación en sexo seguro, en inyección higiénica y, como no, en sobredosis, que hablaré después. Y estas son las zonas que tenemos identificadas de gran riesgo territorial en Cataluña. Ahí tenemos una intervención aún más específica. O, por ejemplo, esta, que les parecerá sencilla, pero no es tan sencilla. Hemos conseguido que cualquier persona, sea de la nacionalidad que sea del país que sea, tenga o no tenga papeles, viva debajo de un puente, tenga acceso a una tarjeta sanitaria, por una cuestión de salud pública. Y, por tanto, puede acceder a cualquier hospital, a cualquier centro de primaria, a cualquier centro especializado de forma libre, universal y gratuita. Y así hemos evitado que estas personas tuvieran este mismo escenario de drogadicción en la propia calle y los podíamos incorporar al tratamiento. O esta, por ejemplo, un nuevo intento de trabajar, ¿por qué no?, con innovaciones como el tratamiento propiamente de la heroína. En nuestro caso hicimos un ensayo clínico con heroína, lo presentamos aquí en Biarritz también, heroína oral, metadona y morfina, y vimos que la heroína oral funcionaba perfectamente. Ahora hemos vuelto a incorporar este proyecto y estamos trabajando con un pequeño laboratorio con la idea de poder ofrecer esta alternativa de tratamiento a las personas que no acaban de encajar, por ejemplo, con los tratamientos sustitutivos de opiáceos clásicos. Voy a hablarles ya para terminar de estos dos acentos más relevantes, las salas de consumo y el programa de prevención de sobredosis. ¿Qué es una sala de consumo? Lo conocen todos ustedes, en Francia por fin se ha abierto una, pero es ni más ni menos que un lugar donde de forma higiénica, bajo supervisión facultativa de un educador, de un enfermero, de una enfermera, de un médico, de una médica, las personas pueden pincharse sin el agobio que representa hacerlo en la calle, en malas condiciones, sin higiene, sin control y con posibilidad de sobredosis. Por tanto, ya es un lugar propio de trabajar la prevención de sobredosis. Tenemos, lo digo porque parece simple, pero tenemos 13 salas de consumo en Cataluña. 13 salas de consumo y 3
utilizando espacios móviles, unidades móviles. Esta es, por ejemplo, la evolución de los consumos. Un consumo entendemos no una persona, sino un consumo en una sala. Tenemos alrededor de 100.000 consumos anuales. De estos 100.000, el 90% aproximadamente, 87.000, son vía inyectada. El otro 10% aproximadamente es utilizar la vía inhalada o fumada. Y el número de consumidores que utilizan estas salas es relevante. Tenemos alrededor de 3.000 personas. 3.000 personas, insisto, la mayoría utilizando la vía intravenosa. 3.000 personas que tienen una supervisión in situ. Estas son las salas de supervisión. Los criterios de acceso son claros: mayor de 18 años, inyector de drogas o consumidor de drogas por vía fumada, no estar intoxicado en el momento de entrar, evidentemente, en la sala. Y el caso de la mujer embarazada es un caso muy complejo. Es más largo de explicar y ahí no tenemos claro cuál es la decisión. La decisión es analizarla de forma individual y ver si tiene más ventajas atenderla en la sala que se vaya fuera y consuma en la calle. Es una decisión muy a medida de cada situación y de cada persona. Este es el material que suministramos: una aguja estéril, agua destilada, el filtro, una cazoleta para prepararlo, un smart para el brazo y alcohol isopropílico. Y tenemos un protocolo antes, durante y después de la inyección. Esta es lo que les decía antes. 5 minutos, termino, sí. Me has dado menos tiempo que los anteriores, ¿eh? Y eso que soy kosher contigo, imagínate si no lo llego a ser. Muy bien. Esta es la sala que les decíamos, que les dije el primer día. Durante un año hubo manifestaciones en la calle y cerraron la Ronda de Dalt, una vía muy importante de circulación en Barcelona, y conseguimos aguantar el tirón y finalmente se mantuvo esta sala y este centro de tratamiento. La primera sala de consumo en Cataluña fue en el año 2001. Pero hay que entender todo eso dentro de un contexto mucho más amplio también, donde hay un sistema de continuidad entre lo que es la reducción del daño, la reducción del riesgo, el tratamiento, la rehabilitación. Ahí lo ven, este es nuestro esquema de juego, nuestra red asistencial. 61 centros de tratamiento ambulatorios que son los responsables de dirigir todo el tratamiento en Cataluña. Son los que ven aproximadamente 14.000 personas anuales. Pero relacionado con ellos están estos centros de reducción de daños, 16, con 13 salas de venopunción. Pero también hay unidades hospitalarias de desintoxicación, comunidades terapéuticas, centros de crisis, centros de patología dual y centros de reinserción y rehabilitación. Y voy a hablar del último programa, del programa de prevención de sobredosis. El programa de prevención de sobredosis, de hecho, ya lo realizamos en estos dos ámbitos, teniendo como tenemos una amplia cobertura de programas de tratamiento con sustitutivos y teniendo salas de consumo supervisado. Es ahí donde ya de entrada podemos prevenir la sobredosis. Pero además hacemos un tercer bloque, una tercera pata, que es introducir el kit de naloxona entre los usuarios, familias y compañeros, como decía Iván. Tengan en cuenta, no es la situación de Estados Unidos afortunadamente, pero que en España y en Cataluña tenemos aproximadamente una mortalidad del 2% de personas año, 1% de mortalidad por sobredosis, y es, podríamos decir, la primera causa de muerte entre los usuarios de drogas. Pero además tenemos 3 condiciones interesantes. Por un lado, se puede prevenir. Tenemos tiempo entre el inicio del problema y la muerte. Muchas veces puede pasar entre 1 y 3 horas. Es posible revertirlo. Tenemos, de momento, un tratamiento que lo revierte y además tenemos otros instrumentos para utilizar. ¿Cuáles son los riesgos, los factores de riesgo de una sobredosis? Y esto es lo que ya empezamos a explicar cuando una persona inicia tratamiento, aunque sea abstinencial, aunque sea un programa libre de drogas. Evidentemente, si es con mantenimiento, mucho más. Lo primero es una pérdida de tolerancia. Piensen que, por ejemplo, la vía intravenosa tiene 14 veces más posibilidades de muerte que la vía no intravenosa. La combinación de múltiples sustancias, el consumir solo, en solitario,
o el consumir metadona sin tratamiento por vía ilegal. Por ejemplo, imagínense ustedes una persona que ha estado un tiempo en prisión y que durante este tiempo no ha consumido. Pues tiene un alto riesgo de que al salir de la cárcel durante un permiso pueda tener una sobredosis y se vuelve a inyectar. Estas las causas de muerte, como ven, la segunda causa de muerte en hombres y la cuarta causa de muerte en mujeres. Total, por sobredosis. Pero hay un detalle que quería enseñarles. Fíjense ustedes aquí. Fíjense aquí como el 60% de las muertes producidas entre el 2012 y el 2014 por sobredosis habían estado en contacto con centros de tratamiento. Fíjense qué gap tenemos más importante ahí que intentamos mejorar con el programa de prevención de sobredosis. ¿Por qué no utilizar estos centros para hacer formación de prevención de sobredosis? Este es el programa, un programa que intenta formar a los usuarios de drogas y a sus compañeros en prevención de sobredosis, es decir, en identificar situaciones de riesgo previas a la sobredosis. Pero luego formamos, a través de los profesionales de los centros de reducción de daño, formamos a estos usuarios y una vez formados les incorporamos este kit que es el kit de naloxona, que nos permite trabajar más directamente con ellos en casos de situación de emergencia. Desde el 2008 hemos formado 1.270 profesionales, 6.000 usuarios y compañeros y más de 6.000 botellines, ampollas de viales de naloxona distribuidos. Tenemos un algoritmo fácil. Persona que hace una sobredosis, respira o no respira, responde o no responde, siempre llamar al servicio de emergencia, en algunos casos reanimación cardiopulmonar, en otros inyectar subcutáneamente naloxona. Esta es una... Termino ya, sí. Y este es el kit que tiene todo usuario, le hemos repartido, tiene un carnet de sobredosis, tiene un carnet que está formado, tiene unas instrucciones precisas y tiene, voy a cargar el micro, y tiene las jeringuillas correspondientes, tiene los viales de naloxona y tiene guantes para ejercer la reanimación, incluso mascarilla. Termino ya. Y esto es material, vídeos y material para apoyo para los propios usuarios, que está disponible en la web y lo pueden ver, y material también para los profesionales. Y finalmente quiero terminar diciendo que el año 2015 en las salas de venopunción tuvimos 123 sobredosis. Ninguna murió, todas se revertieron. Y que la evaluación que hemos hecho de este programa ha permitido que haya aumentado el conocimiento sobre la sobredosis entre los usuarios y sus habilidades para resolverlas. Por tanto, se trata de un programa altamente eficaz. Vean cómo todos estos programas de reducción de daños han permitido disminuir la mortalidad, disminuir la infectocontagiosidad, disminuir las vías de transmisión en azul, disminuir los casos de VIH, disminuir el uso de compartir jeringuillas y parafernalia, ahí la tienen, y, como no, finalmente les digo que para nosotros y para la reducción de daños, lo importante no son las sustancias, son las personas. Muchas gracias. Bravo, Johan, pour avoir tenu un programme aussi riche dans le temps. On est en train tout petit peu de dépasser, mais tu démontres combien, à chaque fois qu'on élargit la palette de services, on inclut des gens, et comment, effectivement, une véritable politique de réduction des risques, c'est une politique globale qui met l'usager au centre du dispositif. Pour terminer sur les overdoses, qui d'autre mieux que les gens qui font pour nous la recherche et l'évaluation pouvait nous en parler. Donc c'est pourquoi on a le plaisir de demander à Isabelle Giraudon de venir nous en parler. Merci Béatrice. Alors, je vais essayer de dire un petit peu où on en est en Europe avec cette montée en charge des réponses pour essayer de réduire le nombre d'overdoses. Je reprends juste des chiffres qu'on a évoqués mercredi.
Simplement pour rappeler qu'on a en Europe au moins, à peu près, enfin au moins, en fait, 7600 personnes qui décèdent chaque année, si on considère juste les pays de l'Union européenne, mais encore plus si on considère aussi la Norvège et la Turquie. Et j'étais juste en train de calculer, mais en fait, depuis le début de cette conférence, depuis mercredi, on a sûrement perdu en Europe 80 ou 100 personnes déjà qui sont décédées. Donc on n'est pas du tout sur, c'est vrai, sur les niveaux qui ont été présentés par Yvan Montoya en termes d'overdose, en termes d'usage d'opiacés, mais cela dit, on perd tous les jours en Europe des adultes qui meurent de manière complètement prématurée et de manière évitable. Il y a une chose peut-être importante, si je reviens aussi sur la diapo précédente, c'est de dire que dans 4 cas sur 5, on a des opioïdes, des opiacés qui sont impliqués dans les décès. Et c'est pour ça que, évidemment, les réponses qu'on peut apporter vont être centrées sur les opiacés. Je resitue aussi le nombre estimé de 1,3 million. Il y a donc 1 300 000 usagers estimés d'opioïdes en Europe. C'est un chiffre global qui, bien sûr, va cacher des disparités. On le voit sur la carte. On a des pays où la prévalence d'usage est bien plus élevée. Il y a un autre élément aussi qui est important dans cette carte, malheureusement, c'est la couleur grise et toutes ces lignes qui nous manquent. On a en fait, dans la plupart des pays, on n'a pas d'estimation vraiment précise de ces usages. Et l'autre question qui se pose aussi, c'est qu'il y a un changement des usages. On n'a pas forcément des outils qui permettent d'estimer ces usages d'opiacés, puisqu'on n'est plus maintenant simplement sur les usages d'héroïne. Il y a d'autres problématiques qui émergent, on l'a vu, avec le fentanyl et aussi avec des opioïdes de synthèse. Alors, je vais juste rapidement rappeler cette évidence qu'on a depuis des années, qui est vraiment indiscutable, que les traitements de substitution ont un effet protecteur sur la mortalité. On le voit ici dans une revue de la littérature qui a regardé donc plusieurs études de cohorte où on avait à la fois le nombre de décès qui sont survenus pendant des périodes de traitement sous substitution et en dehors de périodes de substitution. Et ce qu'on voit donc sur la gauche, c'est ces mesures en bleu qui montrent les taux de mortalité pour les personnes qui étaient en traitement. Et on voit que systématiquement, dans toutes ces cohortes, on a, pour les personnes qui sont dans des périodes hors traitement ou entre traitements, des taux de mortalité qui sont supérieurs. Si on regarde sur le côté droit, on voit que dans le temps qui s'écoule après l'initiation d'un traitement, on a une baisse du taux de mortalité par overdose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un effet cumulatif et un bénéfice qui augmente avec la durée et la stabilité du traitement. Ça, c'est vraiment pour souligner l'importance d'éviter les interruptions, d'éviter les interruptions dans cette continuité, puisque c'est la continuité et la prolongation, on le voit, qui permet une diminution du risque d'overdose. À l'inverse, quand on voit en bas le temps écoulé après la cessation de traitement, on a ce rebond du risque de mortalité. Ça concerne le risque d'overdose. Ce qu'on sait également, c'est mesuré là et c'est comparé ici, c'est que les personnes qui sont en traitement ont un risque de mortalité par toute cause qui est inférieur au risque pour les personnes qui sont en dehors de traitement. Et là, on va avoir des causes autres que les overdoses, on va avoir des morts par accident, par violence, par maladie. Donc c'est important aussi de voir plus globalement l'effet de ces traitements et la protection assurée par ces traitements de maintenance continue et de qualité. Voilà, là je passe rapidement, mais c'est une des personnes qui travaille avec nous, Martin White, qui est donc en Angleterre, qui a regardé donc les taux de mortalité chez les personnes en traitement ou pas en traitement, et qui a simplement projeté ça et estimé le nombre de morts prévenues, évitées par la mise en place des traitements en Angleterre sur une période de 3 ans. Alors, je reprends ça rapidement. Les intervenants avant moi disaient qu'on avait cet objectif d'assurer une couverture des traitements de substitution suffisante. Et malheureusement, en Europe, comme vous le voyez, ça n'est pas le cas. C'est vrai que nous, en France, là, on est complètement à droite du graphique et on pourrait avoir l'impression que c'est le cas général, mais ça n'est pas le cas. À l'autre extrémité, vous avez la Lituanie, c'est un pays où on voit une augmentation du nombre d'overdoses, la Pologne, la Hongrie,
La Hongrie, c'est un contexte politique difficile en ce moment. Vous savez peut-être qu'ils ont aussi fermé les services d'échange de seringues. Donc il y a tout un contexte politique et des difficultés qui font que dans certains pays, on n'est pas du tout dans cette couverture recommandée de traitement de substitution pour les personnes dépendantes d'opiacés. Alors je vais en fait passer un peu plus rapidement sur tout ça, puisque ça a été extrêmement bien détaillé par les précédents. Je crois que je vais passer sincèrement, parce que je vais juste après me concentrer sur là où on en est en Europe. Alors quel est l'état des lieux en 2017? On a 90 salles. Ce qui est intéressant, c'est de voir le temps écoulé depuis que les premières initiatives ont été prises. En 86, les premières salles étaient ouvertes en Suisse. Ensuite, en 94, en Hollande et en Allemagne. Et puis, voilà, timidement, mais quand même progressivement, on arrive après avec le Luxembourg, le Danemark, la France. On a la moitié à peu près des salles européennes qui sont en Hollande et en Allemagne. Donc, comme vous le voyez, on est encore loin d'avoir cette option qui fait partie des interventions mainstream. C'est encore très localisé, en Europe en tout cas. Et ici, on peut voir d'ailleurs la carte. Alors, on a effectivement l'exemple de la Catalogne qui est extrêmement bien représentée. Et puis après, cette concentration-là, historique et géographique autour de la Hollande. Voilà. Bon, je vais passer là-dessus parce que je crois que je n'apporterai pas beaucoup plus par rapport à ce qui a été dit avant. C'est vrai que les salles ont plusieurs objectifs et il y a eu beaucoup d'études pour montrer qu'elles atteignaient ces objectifs. C'est quelque chose qu'on ajoute à un dispositif de santé publique. C'est quelque chose qui ne se suffit pas à lui-même, mais il y a quand même une évidence que ces objectifs-là sont atteints. C'est aussi une évidence scientifique qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique avec Vancouver. Voilà, je passe parce qu'en fait, je pense que ça a été dit très bien maintenant, et puis ça a été dit aussi par Marie Geoffrey et par les autres intervenants sur les salles de consommation. Je vous fais rapidement le point de où on en est avec cette autre intervention du naloxone. Voilà, donc ça c'est l'exemple du Narcan. C'était présenté par notre collègue du CDC en septembre à Lisbonne. Développement bien sûr de cette réponse, comme vous venez de l'expliquer. On a aussi d'autres initiatives, bien sûr. Ça c'est une slide de Henrik Thiessen, qui est donc une des personnes qui porte le projet de réduction des risques et de naloxone en particulier au Danemark. Voilà, je pense que ça a été aussi détaillé avant, donc je passe. Voilà. Ce qui se passe en ce moment en Europe, c'est qu'on a essayé de suivre un petit peu où étaient les programmes nouveaux et qu'est-ce que faisaient nos points de contact, les points focaux, qu'est-ce que faisaient les autorités. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a cette possibilité donc, qui est ouverte dans 10 pays en Europe, mais c'est vrai que c'est fait à des échelles assez différentes. Je parlais du Danemark, où là maintenant on a vraiment une salle immense qui est en place. J'étais en Norvège ou à Oslo, ils ont maintenant une assez grande salle qui est ouverte juste en face de l'hôpital. Non, pardon, là je suis en train de mélanger entre les programmes de naloxone et les salles de consommation. Concernant la naloxone, je pense qu'il est intéressant, c'est des exemples par exemple comme l'Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui fait face à une épidémie très problématique, où le fentanyl a une place essentielle. Et en ce moment, ils sont en train de faire des trainings avec des travailleurs sociaux, des infirmiers, dans des structures de bas seuil. Et ils approchent une population qui a un accès difficile en fait, à la santé en général. Et bon, ils sont assez satisfaits du résultat. Et effectivement, là, ils avaient observé une amélioration de leurs chiffres. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vous invite à regarder peut-être aussi les références récentes sur notre site. En 2017, on a fait une mise à jour de l'état des lieux donc des salles de consommation en Europe. Et puis j'en profite aussi pour annoncer que la semaine prochaine, on aura
la publication d'un rapport, une espèce de guide peut-être sur la réduction des risques en Europe. Et donc ça, ce sont des interventions bien sûr qui sont présentées dans ce guide. Ça sera disponible la semaine prochaine sur notre site. Voilà. Merci Isabelle, j'espère que vous n'avez pas, que vous vous êtes un peu sacrifié parce que c'est vrai que c'est des sujets qui nous importent et c'est quand même aussi très intéressant d'avoir comme ça des orientations différentes venant à la fois de gens de terrain, de gens qui sont des responsables politiques et puis des scientifiques. Je me tourne vers les organisateurs, je sais qu'on a un tout petit peu mangé. Est-ce que vous nous donnez un petit peu le temps quand même pour quelques questions? Jean-Pierre dit oui, donc je me tourne vers l'assistance et je vois une main qui se lève. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Sylvain Guichard, je suis addictologue, médecin généraliste. Je travaille en XAPA et en CARUD. Sur les salles de consommation supervisées, j'ai vu que dans l'exemple de la Catalogne, on avait ces salles qui étaient réservées à un public majeur et on se posait la question sur les femmes enceintes, ce qui laisse de côté, une fois qu'on a dépassé un peu le côté moral de superviser des consommations, est-ce qu'il existe en Europe des salles de consommation supervisées pour ce public vulnérable des mineurs ou des femmes enceintes ? Primero, sí, quisiera matizar. No es que no aceptemos a menores de 18 años, hay una condición legal inicial y luego se analiza porque entraríamos en un problema legal adicional. Y en el caso de las embarazadas, no es que no queramos dar, es que está muchas veces contraindicado, con lo cual esta contraindicación debe valorarse de forma individualizada. Y así lo he dicho, es decir, cada caso es estudiado con la propia persona, con el propio equipo de la sala de venopunción y en algunos casos puede entrar perfectamente. ¿Quieres tú contestar la otra? ¿De cuántas hay en Europa? Yo lo desconozco. Non, c'est vrai que j'ai pas d'éléments à apporter, mais je veux bien regarder ça et puis revenir vers vous parce que je pense qu'on a peut-être plus d'informations sur des spécificités en fait des salles qui sont en place. On peut rester en contact, je vous dirai ça. 5 minutes encore, donc 5 minutes. Donc si c'est Bertrand Lebeau, c'est une question. Si c'est d'autres personnes, ça peut faire 2. Mais comme Bertrand sera bref, comme d'habitude. Oui, à partir de l'Europe, c'est une question pour le représentant du NAIDA. À partir de l'Europe, on est un peu surpris, par exemple, que n'aient pas été remis en cause des choses comme les publicités en direction des patients sur des substances, des médicaments qui sont sur prescription, ce qui n'existe à ma connaissance nulle part en Europe. C'est une de ces nombreuses mesures dont on pourrait penser que devant une telle catastrophe, elle serait prise, mais il ne semble pas que ce soit le cas. Pourquoi ? Yes. There's a big problem with, in my opinion, with the huge advertisement for medications on TV and everywhere in the US. So you watch a program, you watch a comedy, and then you have advertisements for chemotherapy, for anti-chemotherapy, for all kinds of medications. There's no advertisement for opioids, analgesics, as far as I know. I don't know if this is not allowed by the law or why, but I haven't seen that type of advertisements. But there are for like the consequences or other problems associated with the use of opioids. Like constipation, for example. There's advertisement of a medication to treat the constipation produced by opioids. So I agree. I mean, I think it's contradictory that we have, and I don't know if what can be done in that regard. But I think the advertisement is a problem. Now, I think beyond the advertisement, what I see is perhaps
one of the problems that is emerging right now, and for those of you who saw the Washington Post or read the Washington Post on Sunday, there's a big report about the increase in the commercialization and the marketing and changing the laws that are making it easier to commercialize and market opiates in the United States when we are in the midst of this epidemic. And apparently is the distributors of drugs and the producers that are pushing to continue a market. So it is sad. I mean, I can't say more than this. It's really devastating that a company, seeing the numbers of people dying from overdose, still pushing for more opioids in the market. Allez, la dernière question. Je crois qu'il n'y a plus de traduction de toute façon. Dernière question. Merci. Bonjour, je suis Luis Patricio, je viens de Lisbonne. Et pour partager qu'il faut comprendre ce qui se passe en Europe, tenant compte que, par exemple, dans mon pays, il y a une loi de réduction de risque de 2001. Il n'y a pas aucune salle d'injection, il n'y a pas de seringue en prison, il n'y a pas de naloxone, c'est-à-dire les outils qu'on puisse avoir, comme on a en Catalogne, depuis 2001, il y a la salle. C'est-à-dire la loi existe, mais le système, la dimension politique hypocrite, ça ne permet pas d'avoir des outils de réduction de risque et même des asymétries du traitement. C'est un appel. Il faut comprendre pourquoi, en ayant les moyens légaux, ça n'existe pas. C'est franchement quelque chose. 16 ans après, rien. Merci. On n'a pas forcément une réponse, hein. C'est un constat, c'est que ça résiste beaucoup, quoi. Bien, chers amis, merci d'être venus nombreux écouter nos prestigieux présentateurs, et je laisse la place à la session plénière suivante. Merci de votre attention.